Bonjour, bienvenue sur 300 secondes maxi. Je vous propose 12 détours d'une même durée, autant de parenthèses éphémères. Ponctuons l'espace inclus entre les deux grandes qui nous contiennent. Juste des clins d'œil sonores, une autre façon de vous décrire un détail dans ce paysage qui défile à cette même vitesse que notre vie passe. Bonne émission à vous. Philosophiquement, humainement, surtout humainement, il est préférable de joindre un pourquoi comme assise, comme base de départ à ce que l'on entreprend, afin, déjà, que ce comment nécessaire rattaché à ce que l'on entreprend ne bosse pas que pour lui-même. Tout comment épousé au nom de ce qu'il permet, comme au nom de ce qu'il est susceptible de permettre plus encore, se transforme rapidement en fuite en avant. Nietzsche le comprit. Cette volonté de puissance, exprimant surtout une volonté se voulant d'elle-même et de même acabit, que c'est comment qui nous motive, et sans que l'on sache pourquoi, on fait ce que l'on fait à travers eux, sans savoir pourquoi on le fait. Alors, pourquoi gratos ? D'abord parce que la gratuité est dans nos sociétés une valeur oubliée, une valeur prêtant à sourire, non prise au sérieux, tellement que l'on prêche en priorité une valeur contraire, rattachée à l'argent, au calcul, aux chiffres. Nos épanouissements sont d'ordre quantitatif. La gratuité est rattachée au don de soi, s'entend dans cette approche des notions d'effort concédé en pure perte. La gratuité nous est devenue incompréhensible. La gratuité ne peut pas se mesurer, se calculer, être quantifiable. Et lorsqu'on impose à la gratuité une valeur chiffrée, l'élément évalué de la sorte, paradoxalement, s'en trouve dégradé, car la valeur qu'on lui impose ne lui correspond pas. Cette particularité se remarque avec l'eau. Son prix, d'abord, doit être joint par équivalence à la dégradation de cette autre eau qu'on ne paie pas, mais qui s'avère impropre à ce genre de consommation que l'eau, justement, permet. La gratuité exprime avant tout, et en amont, un refus d'appropriation. L'on vend ce que l'on s'est approprié. Ainsi, la gratuité n'est pas tant ce que l'on se refuse à vendre, mais ce que l'on se refuse à dire sien, à faire sien, afin de se permettre, au nom de ce titre de propriété, de le vendre, en dégageant un bénéfice, faisant déficitaire en proportion le reste du monde en général. Bénéfice remarqué sous la forme d'un pouvoir explicitement numéraire, abstrait, chimérique, n'étant en réalité que l'expression d'esprits malades. Toujours pour expliquer le pourquoi d'un tel titre, gratos. Déjà rappeler ce que la gratuité signifie. Elle n'est pas seulement et surtout ce qui n'est pas vendu. La gratuité, de nos jours, voit sa signification tellement dégradée qu'on la considère, par exemple, à hauteur de ce qui est récupéré dans les poubelles de nos grandes surfaces. La gratuité est, par ce rapport, ce qui ne peut plus être vendu. La gratuité, par ce rapport, aussi écope d'une valeur égale à ce qui est de la sorte donné justement pour ne plus avoir de valeur marchande. Se distingue là une inversion des valeurs et des plus fondamentales, des plus absolues. La gratuité signifie non pas ce que l'on donne après se l'être approprié. La gratuité signifie un refus d'appropriation. Pour avoir compris que l'appropriation impose à ce qu'on s'approprie une valeur subjective, conçue pour permettre son marchandage, une valeur calculée, rattachée à une chimère, ayant la prétention d'être parvenue à matérialiser une sorte de pouvoir rendu palpable, une sorte d'énergie et qu'on nomme argent.
La gratuité exprime en ce bas monde une valeur de référence indépassable. Une valeur de référence promise à se dégrader s'il vous prend de la chiffrer. Plus encore, si ceux qui la calculent de la sorte se remarquent par des assises tout en eux sévèrement branlantes et bien incapables de telles considérations, de celles touchant à la valeur de ces choses que notre monde nous concède gratuitement, sans volonté de retour sur investissement. Philosophiquement, cette non-reconnaissance de la gratuité comme valeur de référence témoigne de la part d'une espèce en capacité d'imposer à cette valeur-là une valeur par définition opposée, contraire, propre à dégrader même cette valeur de référence, démontre donc de cette espèce-là une sorte d'incompatibilité rédhibitoire, la faisant inadaptée à cette dimension l'ayant permise, comme lui permettant d'être, cette inadaptation démontrant une contre-productivité absolue, ne pouvant conduire qu'à une autodestruction irréfutable. Toujours sur la gratuité, si vous doutez de ce que je prétends, imaginez que demain, un être humain non encore né se voit avant qu'il naisse imposer un passif d'ordre financier pour pallier aux frais joints au suivi de ce processus lui permettant de rejoindre ce monde comme vivant. Vous me jugerez peut-être à cette possibilité comme dément. En l'occurrence, je ne le suis pas plus que celui qui prétendit, il y a un peu plus d'un siècle, que l'eau en tant que boisson, serait stockée dans de petits réservoirs et mise en vente lorsque l'essentiel à la vie est positionné à ce point sous condition. Toute possibilité de mise en esclavage dispose alors de quoi? Bien sûr, on me prétendra que j'exagère, mais attendez la suite. La gratuité, lorsqu'elle est considérée pour ce qu'elle est, dans le respect de ce qu'elle est, permet des êtres humains, sachant se référer à un essentiel exprimé par ce monde, et se voir aussi, génération après génération, constituée par cet essentiel-là. De nombreuses civilisations ont su maintenir avec la gratuité une proximité quasi entière. Et quelques valeurs parallèles appréciées par ces mêmes n'exprimèrent en termes de valeurs que des valeurs symboliques, n'ayant surtout pas l'ambition de supplanter, voire d'exploiter ces valeurs de base absolue, signifiées par l'essentiel. Tout au contraire, ces valeurs conçues par ces civilisations-là se voulurent comme valeurs ajoutées à ces valeurs de base, par définition essentielles. Nous autres, êtres humains dits modernes, avons exprimé des valeurs non pas seulement opposées à ces valeurs signifiées par l'essentiel, mais des valeurs désireuses d'exploiter ces valeurs de base pour parvenir par cette exploitation à être dites comme supérieures. En réalité, plus ces valeurs exploitèrent ces valeurs de base, plus, pour les dégrader, elles-mêmes en retour, par répercussion, perdirent en valeur, la gratuité ne pouvant être monnayable sans fin. C'est à ce moment où la gratuité présente sa facture à sa manière pour ne plus être en capacité de donner. Si vous en doutez, observez vos alentours. En projetant votre vue en ces endroits où nos campagnes se remarquent, l'état de notre environnement confortera mes dires. Ainsi, dans le prolongement des articles précédents, l'on comprendra que la gratuité ne peut pas être le parent pauvre
de nos considérations. La gratuité est un mode d'emploi pour que ce monde se poursuive, mode d'emploi capable à l'égard de nous autres humains de nous fabriquer d'une façon nous permettant de nous poursuivre en tant qu'espèce en ce monde. La gratuité est aussi une échelle de valeur à partir de laquelle l'on se calcule. Cette échelle de valeur nous signifie que l'essentiel à la vie nous a été donné. Les conditions rattachées à cet essentiel-là furent elles-mêmes rattachées à des endroits, pour nous autres humains, plus en adéquation avec nos caractéristiques physiques, caractéristiques non sans capacité, loin s'en faut. Nous avons imposé nos conditions à ces conditions qui ne pouvaient nous convenir et qui firent de nous, au fil d'une évolution sensible à ces traits de caractère, des êtres ne convenant plus au monde en général comme à ce qui le signifiait. Plus nous avons exploité pour notre profit cette gratuité de base, plus cette volonté nous a, à sa façon, endettés. Cette facture rétroactive se présentant de nos jours à travers l'état piteux de notre environnement naturel, la gratuité se disloque si vous lui imposez une valeur soi-disant capacité de la calculer à ce point qu'elle peut être vendue, c'est-à-dire rajouter à ce qu'elle donne une valeur de plus, susceptible de rapporter à celui qui bénéficie de ce même don. Se distingue là un rajout de trop. L'on passe là d'une valeur existante de référence absolue, à une valeur par définition inexistante, tellement inexistante qu'elle sera pour celui qui l'épouse nécessité de surenchère, pour qu'il ne se trouve jamais confronté à l'inexistence de cette inexistence-là. Notre monde actuel témoigne de ce recours maladif, insensé, où l'argent, après avoir acquis sa valeur en dévorant pour se faire un essentiel de base, fabrique à présent sa valeur à partir de lui-même. L'argent est à présent le fruit de l'argent, le fruit de lui-même. Ce recentrage effréné annonçant une dislocation proportionnelle déjà très avancée. Gratos exprime au-delà de mes idées philosophiques un langage qui lui est rattaché. Par ce langage-là, j'exprime l'intention de ne pas tourner autour du pot. Ne comptez pas sur moi pour me faire jargonneux. Cette profondeur que je vise passera pour être admise par une simplicité proportionnelle en guise d'expression. Tout le monde, en 3 petites minutes, doit pouvoir repartir avec cette idée correspondante au sujet de l'article mis en ligne et proposé sur Gratos. En tant que philosophe, je ne vise que le fond, l'idée, le principe. Les mots employés pour les faire compréhensibles obéissent à une règle mathématique de base, en choisissant autrement pour relier au point A le point B, la ligne droite la plus évidente qui soit. Ce qui parfois m'amuse est lorsque quelques savants butent sur un langage provenant d'un parler, cherchant davantage à être compris que ces manières qui habillent un discours, au mieux pour un même résultat, au pire pour revêtir par ces façons une coquille vide, afin qu'elle sonne moins creux qu'elle ne l'est en réalité. Mon mode d'expression est en quête d'évidence, d'autant plus qu'au-delà d'une lecture possible de mes articles est joint à chacun d'entre eux une version audio. En plus, pour chaque idée, je veille à ne pas m'éterniser. Cette philosophie que je privilégie est à sa manière une mise en garde, plus encore au regard de notre situation. Pour avertir avec efficacité, il est préférable de ne pas raconter sa vie. Le but n'est pas de chercher à travers ces avertissements une mise en valeur de soi. Le but est d'avertir, d'où ce recours à un langage quasi expéditif,
pour que ce qui est dit par son concours se montre tout aussi cinglant. À cela, cette volonté me contraint à privilégier l'idée. Ainsi mes pages restent blanches les jours où je n'ai rien à dire, et lorsque le monde à mon esprit se montre plus limpide, je m'octroie pour dire ce que j'ai à dire qu'une page recto verso, le délivrant en temps 3 petites minutes environ, afin que l'idée défendue soit propulsée par ces mots en nombre limité, ainsi rassemblés au nom de l'idée défendue en nombre suffisant. Si mon phrasé est ce qu'il est, j'ai privilégié celui-ci dans un souci de temps par ce principe économisé. Clément Rosset, à sa façon, fut reconnu pour proposer des œuvres relativement menues, sans jargon, proposant une vulgarisation de certains thèmes philosophiques, de manière à les faire plus accessibles. En ce qui me concerne, j'aime associer à mes idées un phrasé des plus simples à un temps pour les dire lui-même concentré. Notre attention est tellement accablée en permanence de dérivatifs sachant jouer les interférences que je ne peux espérer être à l'esprit de ceux qui passent par mon site, qui passent par gratos. Beaucoup plus qu'une simple virgule, et après tout, jouer les ponctuations n'est pas fait pour me déplaire. Cela correspond à cette approche qui est la mienne de la philosophie. Parvenir à jouer les virgules m'enthousiasme. Les points-virgules plus encore dopent mon entrain. Quant au point, réussir à faire que certains s'arrêtent juste un peu à ce que je prétends me ravit, non pas pour être de ceux qui y sont parvenus, mais pour avoir fait montre d'une utilité ayant trouvé gain de cause auprès d'un tiers, assez pour qu'il trouve nécessaire pour lui de marquer une pause, et c'est à partir de cette pause-là que celui-ci ou celle-là prendra plus possession d'elle ou de lui-même, pour se prouver déjà qu'il est en capacité de dire stop, de se figer, de laisser ce qui le porte se porter seul, sans que lui ou elle l'accompagne, que lui ou elle se positionne au bord de la route, pour le temps d'un moment dire à cette route qu'il est celui, qu'elle est celle qui décidera sur cette route d'un déplacement éventuel, refusant par cette même route ce déplacement paradoxal, faisant ceux et celles qui ne savent ni ne peuvent lui résister, des êtres paradoxalement immobiles, entourés, encerclés de mobilités multiples, chargés de se déplacer pour eux, chargés surtout de leur faire croire qu'ils avancent, jusqu'au jour où un détail venu de nulle part leur démontre qu'ils sont figés, englués et qu'ils vont devoir, en guise de premier vrai déplacement, avoir le courage de freiner, de s'immobiliser pour de bon. Au fil de mes premiers articles, de se charger de décrire mon site, intitulé Gratos, j'expliquais pourquoi le choix d'un tel titre, par ce mot Gratos. Je mettais en avant les principes de la gratuité, qui ne sont pas rattachés seulement, voire de façon simpliste, à ce qu'on se refuse de vendre, mais qui témoignent de ce fonctionnement par lequel notre monde est ce qu'il est. Notre monde, toujours par son fonctionnement, nous indique que la gratuité ici-bas est un absolu vital, et la preuve qu'elle est un absolu vital se remarque hélas par nos façons inverses, contraires, qui dézinguent le monde lui-même, qui expriment un non-sens à ce point sans lendemain qu'il parvient à associer 3 éléments, en passant d'abord par la communion de 2 d'entre eux. Savoir une précipitation viscérale mariée à une autodestruction assurée. Donnant vie au 3e, à savoir une panique généralisée, une panique à tout va,
Une panique comme accélérateur, affichant une inversion des valeurs d'un ridicule tragique, voulant que la chèvre de Monsieur Seguin poursuive le loup, dans l'intention de le semer, et accélère de plus belle pour constater que cette stratégie la rapproche sans cesse de ce qu'elle escompte fuir. Si j'ai choisi aussi gratos comme intitulé à mon site, c'est aussi pour ces 2 syllabes gratos. Il n'y a pas, par cet intitulé, à sa prononciation de temps perdu. L'intention est dite à la mode coup de poing, gratos. Car tout ce que j'ai déjà proposé sur ce site, comme ce que je m'apprête à proposer à nouveau, cette volonté de gratuité, en reconnaissant à nouveau à cette gratuité un pouvoir fondateur par définition universelle, est accompagnée d'une économie de temps. Ne saurait-y avoir pour nous autres humains don plus bénéfique? Que pouvons-nous espérer de plus que du temps pour nous-mêmes? Peu importe l'emploi réservé par nous-mêmes à ce temps-là, la gratuité en ce monde justement exprime un temps concédé à chacun, à hauteur d'un maximum ne nous concernant pas, nous autres humains de sociétés dites modernes, dans des proportions donnant à cette autodestruction entendue de quoi se remarquer encore de plus belle. Gratuité, temps économisé, temps rendu au prorata de celui non subtilisé pour l'obtention d'un même résultat. D'ailleurs, à ce propos, si vous vous observez, vous remarquerez quelques contradictions cocasses. D'abord, dans nos sociétés avancées, la gratuité prête à sourire, mais ce sourire-là à la bouche de ceux qui l'osent, et plus de ce sourire qui s'impose à vous. Mieux vaut, selon l'expression, en rire qu'en pleurer. Vu le tragique de notre situation générale, il n'est pas exclu qu'un certain rire, limité pour être constaté par autant de sourires, ne soit pas exprimé pour cacher autant de larmes, sachant couler autrement. En usant pour se faire de ce rictus trompeur, dans ces sourires-là se remarque cette expression qui fait dire de vous que vous vous savez vaincu par avance, que vos manières ne sont pas celles par lesquelles on l'emporte, que pour fonctionner, vous vous abandonnez à un sens diamétralement opposé à celui que le monde requiert pour établir cet équilibre parfait, pour savoir s'établir et se rétablir à partir de lui-même. Nous autres humains, plus encore ceux et celles qui évoluent au sein de ces sociétés dites avancées, pour ne pas pâtir d'un désespoir trop en adéquation avec notre dégringolade, n'avons de cesse de nous raconter des histoires, en nous conditionnant une aptitude, mettant à elle seule en évidence ce vice de forme qui nous égare, aptitude consistant à croire. Nous sommes ici-bas la seule espèce à développer comment entretenir cette aptitude-là, consistant d'abord à ne pas reconnaître ce qui déjà s'avère contre-productif, mais ensuite à privilégier, à chérir même ce qui n'est pas, ce qui ne saurait être. À ce propos, le rejet par nous autres humains dits modernes de la gratuité génère par répercussion l'une de ces croyances, détenant pour être plus admise quelques fondements établis, à savoir que nous vivons plus vieux, mais cette gratuité boudée nous coûte cher, car malgré l'allongement de cette fameuse espérance de vie, celle-ci nous fait en réalité vivre pour de vrai et de bon moins longtemps. Ainsi, plus nos vies s'allongent selon ces principes, plus elles se raccourcissent plus encore. Je ne vous cache pas que gratos provoque chez certains de ces sourires aussi affichés que ce désespoir qui les insinue,
Ces mêmes m'adressent en guise de remarque quelques revers de main, souvent dédaigneux. Et plus les revers en question s'avèrent appuyés, plus en mon fort intérieur je sais avoir mis dans le mille. Certains aussi me traitent de causeur, me réclament des solutions. Il ne manquerait plus que ma réflexion en décote quelques-unes. Dès cette première ressentie par moi-même comme telle, je m'empresserai de poser ma plume, délicatement, pour, à cette solution soi-disant, considérer l'encre contenue en elle comme de la nitroglycérine. Je ne veux pas tomber à l'heure du jugement dernier pour association de malfaiteurs. Déjà, je sais que nous tomberons toutes et tous pour non-assistance à personne en danger. Mais comment sauver ceux qui ne savent pas nager et qui plongent malgré tout pour tenter sans cesse jusqu'à la tasse de trop, non d'avoir raison, mais de se persuader qu'ils ne sauraient avoir tort à ce point. Lorsque j'écris des articles, comme précisé lors d'un article précédent, je m'octroie comme mode d'expression qu'une page A4, occupée recto verso. Aussi, pour exploiter au mieux cette contrainte volontaire, somme toute primordiale, pour m'obliger à me rendre au plus vite comme au mieux à l'essentiel, il m'arrive de céder à quelques piqûres de rappel. Ainsi, lorsque j'assure que notre espérance de vie, pour être assujettie à des années-lumière de ce qu'est la gratuité, cette même gratuité permettant ce monde, au vu de son équilibre à la fois planétaire et temporel, que cette espérance de vie donc nous fait vivre moins longtemps sans avoir usé comme argument de cette autre espérance de vie dite en bonne santé. Je touche là une cohérence qui me conforte dans mon rôle de philosophe et qui m'effraie en simultané pour ressentir mieux que beaucoup la signification exacte de cette cohérence-là. Nous vivons plus longtemps en perdant pour vivre plus longtemps, un temps plus important encore de vie. Cette réalité démontre à quel point nous sommes intrinsèquement contre-productifs jusqu'à l'autodestruction. Cet article-là sera le dernier voué à la présentation de mon site, à son titre, gratos, comme à mes principes de fonctionnement. Ma philosophie est me concernant, sans doute en priorité, l'expression d'une limite. Nos torts, en général, m'expriment parfois de ne plus leur emboîter le pas, sans qu'il se dégage de ces mêmes torts-là quelques notions de bien et de mal, car nous sommes à l'égard de ces torts, soit toutes et tous coupables, soit toutes et tous innocents. Ne serait-ce qu'au regard de ces différences illimitées qui nous constituent toutes et tous à l'unité, il ne saurait y avoir sentence sans une unanimité sur le plan de nos compositions propres, comme du contexte au sein duquel elles évoluent. Car faire tomber des têtes, c'est vouloir, au nom d'une désapprobation ressentie à son propre égard, user pour se faire du sort d'un autre. Nos condamnations ne sont que des reports peu flatteurs. Plus on accuse, plus on se montre du doigt. Nous sommes en ce monde intrinsèquement contradictoires. Ainsi, plus nous paraissons réussir, plus nous échouons en réalité. Mais ce tragique qui nous accompagne ne se limite pas à cette contradiction. Il lui arrive aussi de générer de ces contradictions qui se contradisent elles-mêmes. Ainsi, en conférant à nos échecs le produit de ce qu'ils semblent générer, en faisant que nos erreurs puisent leur essence dans nos pseudo-succès et continuent à dénicher ce carburant qui les permet au sein d'elles-mêmes, au sein de leurs erreurs, de leur propre continuité. Ainsi, nous nous trompons lorsque nous paraissons réussir, sans réussir comme certains se plaisent à le croire en nous trompant. Nos initiatives sont dépourvues d'échappatoire.
Chaque direction prise par nous se révèle une voie sans issue. Et faire demi-tour au sein de cette voie-là, une fois initié, ne conférera pas à cette voie une ouverture pour autant. Voilà pourquoi nous réclamons des coupables. Nous espérons par nos recours imposés à nos voies sans issue, une issue pour de bon, mais cette issue, en usant pour se faire justement de ces condamnations, n'est en réalité qu'accélération et précipitation, en direction de cette même voie sans issue, a priori combattue, synonyme de précipice au sein duquel ceux promis à basculer dedans se désintègrent. Nos succès ne sont que des erreurs à venir, nos erreurs, elles, ne sont que ce qu'elles sont. Si vous en doutez, observez-nous, et vous verrez que nous évoluons sous le diktat de nos problèmes, nous inspirant de ces solutions trompeuses qui servent en réalité la cause de ce qu'elles sont censées résoudre. Incohérent, chapitre 1. Il y a combien de hasards dans le monde? Dans le monde et à l'heure. Bon, mauvais, personne ne le sait. Même le hasard en personne, le hasard lui-même n'en sait rien. Élise Vernet et Alice Bautron s'étaient décidées à passer quelques jours au Pays Basque, quelques jours entre juillet et août. Côté hébergement, en usant de Airbnb, elles avaient trouvé un toit à 30 mètres carrés, surtout équipé d'une salle de bain et d'une pièce principale avec canapé lit, couchage précisé, double. Toutes les deux étaient en première année de médecine, filles de médecins, père, mère pour chacune, 4 généralistes en tout, toutes et toutes, mûres de cesse de les prévenir, cette première année d'études sur les 6 prévues valait au total 12 mois à ne penser à rien d'autre, et comme l'aventure se goupillait bien, elle se permettait une parenthèse, une semaine à penser à autre chose, en commençant pour mieux y réussir, à songer avant tout à elle-même. Le plan du jour consistait à gravir la Rhune, point culminant du Pays Basque français, avec là-haut une vue imprenable sur les Pyrénées et sur l'Atlantique. L'idée était de monter à pied, puis de redescendre par le petit train, moyen de locomotion qui assurait le trajet de la gare de Sarre au plus haut de la Rhune, pour contenter tous ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas couvrir la distance en comptant sur leurs seules jambes. L'initiative à l'origine provenait d'Élise parce qu'elle avait vécu la même épopée 6 ans plus tôt, sans savoir vraiment ni l'avouer à Alice, si ce souvenir-là était jugé comme bon au nom de l'épopée ou par rapport à l'âge qui fut le sien alors. À 13 ans, le monde en général lui foutait la paix, le monde en général et les hommes en particulier. Sa beauté à venir était annoncée comme le Messie. Mais son statut d'enfant la protégeait encore de cette pression, puis forcément, avec les années, le désir qu'elle promettait de générer prit forme, en usant de ses mensurations pour mieux s'imposer aux hommes comme à elle-même. Heureusement, Alice avait croisé sa route. Elle était aussi désirable qu'elle, avec cet appétit sexuel pour 2, qui permit à Élise de vivre une virginité en manque de raisons vraies pour céder à l'acte. « C'est par où ?» demanda Alice à Élise. Élise lui indiqua le sommet d'un doigt, signifié par un pylône, relais audiovisuel, mais pas que, tellement ancré dans le paysage en question que même ceux d'ici ne savaient plus voir la Rhune autrement. À vol d'oiseau, j'ai saisi la trajectoire, mais du plancher des vaches, tu suis quel itinéraire ? Élise fut prise au dépourvu. 8 ans, cela faisait pas mal d'eau sous les ponts, même si la succession des canicules subies été après été laissait de plus en plus les ponts sans flotte dessous. « Oh bah t'es paumé quoi !»« Paumé même avant d'être parti », lui fit remarquer Alice. « Attends, elle n'est pas compliquée l'histoire. Le sommet est en haut, on part d'en bas, suffit juste de monter. » essaya Élise, faiblement convaincue par sa tentative d'explication. « Et elle fait médecine, la fille ?»
lui rétorqua Alice. T'es le genre de nana à sauter en parachute, sans parachute. Bah, non, mais exagère pas, tenta de l'interrompre Élise, presque vexée. Si, je confirme. En parachute, sans parachute. Laissez dans l'avion le parachute, persuadé qu'en toutes circonstances, la bonne volonté suffit. À sa remarque, Alice regardait déjà autour d'elle, cherchant le personnage qui leur indiquerait une route, un itinéraire à emprunter. C'est à cette seconde qu'elle aperçut 5 individus ne correspondant pas aux critères estivaux du moment comme de l'endroit. « C'est qui ça ?» se demanda-t-elle à elle-même, autant qu'à Élise, qui se retourna pour mieux intégrer le pourquoi de la question en question, justement. Ils font quoi, ceux-là ? Ils veulent reprendre l'Afghanistan à eux seuls jusqu'à Saint-Jean-de-Luz ? Élise, par nature plus modérée, d'un geste symptomatique, répété des deux mains, incita Alice à se contenir, les gus se trouvant à portée de voix. Il faut dire que les 5 individus ne ressemblaient en rien aux touristes du coin, de ceux qui passaient sans plus d'hésitation de la plage à la montagne, équipés de tongs pour attaquer des pentes escarpées et que les pompiers récupéraient parfois en hélicoptère. Tous les 5 étaient coiffés de bobs militaires, de lunettes de soleil, vêtus de shorts et de t-shirts kaki, d'un sac à dos dont le volume faisait redouter le poids aux non-initiés. L'Afghanistan, c'est de l'autre côté, se permit Alice. Élise aussitôt la fixa épouvantée. Combien de fois l'avait-elle reprise ? Cette absence de peur qui inspirait Alice la terrorisait, elle, H24. Je sais, on y était encore le mois dernier, lui répondit l'un des 5. Celui-ci leva la main. Ceux paraissant lui emboîter le pas en file indienne arrivent à sa portée, se défirent de leur sac sans retenir dans ces gestes-là des plaintes à la fois mêlées de douleur et de satisfaction. On envisage de monter à la rune, précisa Élise, voulant rétablir avec cela un contact au moins provocateur. Tu envisages de monter à la rune quand tu te souviendras du chemin ? Surenchérit Alice avant d'enchaîner. Elle est paumée. Non, je ne suis pas paumée, assura Élise, devinant par avance qu'il fallait souffrir d'insuffisance mentale notoire pour se perdre entre la gare de Sarre et le sommet de la rune. Si, tu es paumée, insista Alice, ironique. Non, je ne le suis pas, répondit presque sèchement Élise. On y grimpe. Accompagnez-nous. Les 2 jeunes femmes s'interrompirent, elles partagèrent à cette proposition une même angoisse paradoxale, à savoir la compagnie de ces 5-là était-elle synonyme de sécurité assurée ou de mise en danger ? Olivier Garnier. Celui qui les convia à les suivre leur tendit une main à l'une puis à l'autre, en acceptant de la serrer, Élise comme Alice sûre qu'elles ne le saluaient pas seulement, mais qu'elles acceptaient son offre. Tristan Bâton, Salem Ali, Vali Betovic, Igor Sebloy. Les 5 jeunes hommes, à leur tour, vinrent se présenter. Alice comme Élise furent surprises par les accents, arabes pour Salem Ali, russe ou approchant pour Vali Betovic et Igor Sebloy. Tu comptes marcher montagne avec chaussures comme ça ? Indiqua Igor Sebloy à Alice, qui avait opté pour un équipement tout-terrain, mais à caractère citadin. Dans les pentes qui les attendaient, le pourcentage associé aux cailloux risquait de mettre ses chevilles à rude épreuve. Cette précision, Olivier Garnier observa les dites chaussures et devina que l'entraînement nécessaire pour l'effort à consentir devait être proportionnel à la légèreté de l'équipement en question. « Je vais faire strap, toi t'asseoir !» ordonna Igor Sebloy. « Toi t'asseoir !» il a dit. Surenchérit Élise, trop satisfaite de faire plus fiante encore une situation échappant à Élise. Comme ordonné, Alice s'assit à même le sol. Igor Sebloy lui retira chaussettes et chaussures, sortit de son sac un adhésif qu'il enroula autour de la cheville d'Alice, puis le fit passer au-dessous du pied, en son milieu, en protégeant la peau d'un coton protecteur, afin qu'au retrait de cette bande de soutien, l'épiderme d'Alice, dans la manœuvre, ne paie au prix fort les conséquences de ce procédé-là. Puis, avec soin, il lui remit chaussettes et chaussures, l'aida à se relever et lui commanda de faire quelques pas.
Toi, protégé comme ça, l'avertit Igor Sebreuil. Ouais, si j'arrive à mettre un pied devant l'autre, fit remarquer Alice, ayant l'impression d'évoluer à chaque pas avec les chevilles d'une autre. Dans 10 minutes, vous n'y songerez plus. Alice tourna pendant quelques instants en épousant pour se faire une sorte de cercle fermé imaginaire au dessin irrégulier. Élise, elle, échappa à cette mise au point pour être équipée de chaussures plus adaptées, mieux conçues pour la course, tout en permettant malgré tout qu'on optât de marcher équipé d'elle. Quelques minutes passèrent avant qu'ils ne repartirent ensemble. Les 5 jeunes hommes débarrassèrent Alice et Élise de leurs sacs respectifs. Soulagés ainsi, il ne leur restait plus qu'à gérer l'ascension tout en profitant du paysage. Dans mes articles expliquant pourquoi gratos, je décrivais cette brièveté explicitement voulue. Les explications trop longues souvent manquent de souffle. Un philosophe n'est pas un marathonien, un philosophe est un coureur de 100 mètres. Il sait que la réalité est fuyante, versatile, sans opinion. La réalité associée à ce hasard qui l'entraîne mange à tous les râteliers. Il sait aussi qu'en tant qu'être humain, il est une girouette. Tellement que les réalités qu'il retient lui exigent de croire en elles pour perdurer en son esprit en tant que tel. Voire ferait ces réalités trop passagères et qui, par répercussion, le ferait à sa sensibilité à son tour trop passager. L'être humain, par cette absence de nature qui le caractérise, est un mouvement particulier au sein d'un mouvement général, son entendement lui offrant de voir parfois, mais comme l'être humain a soif, a faim d'existence, a soif et faim d'identification, il ferme sa mémoire sur ce qu'elle a retenu. Certains même la ferment à double tour. À double tour d'entrée de jeu, alors que cette mémoire doit laisser ses portes ouvertes pour que les renseignements juste un peu retenus savent céder leur place aux nouveaux venus. Oui, nous possédons un entendement hors norme. Il n'existe pas toute espèce confondue d'entendement équivalent en ce monde. On pourrait considérer, en veillant pour ce faire, ne pas y croire, surtout que l'infini et l'éternité dans cette dimension nécessitaient quelques représentants, que l'infini et l'éternité firent ces représentants volatiles, fugaces, de manière à mieux insinuer leur substance première. Savoir que l'infini est d'abord un lieu particulier, l'éternité d'abord un temps particulier. Que l'infini comme l'éternité exige un lieu comme un temps, comme base de départ, afin de se répandre sans fin, chacun à leur façon, tous deux parallèles l'un à l'autre. L'univers est peut-être en panne de raison, d'une raison de taille, d'une raison sans fin, ne tremblant pas confronté au terrain à couvrir, comme au temps nécessaire pour couvrir ce terrain-là. Nous sommes, nous autres humains, ce point de départ, peut-être trop vaste pour lui-même, trop vaste peut-être pour qu'en lui-même, il ne se désintègre pas. Évidemment, être tant d'un côté et si peu de l'autre peut causer souci. D'autant plus si les êtres humains que nous sommes voient cette immensité logée en nous abandonnée à des tracasseries tellement puériles qu'elles écrasent cette immensité en nous écrasant en simultané. Ces organisations rattachées à nos sociétés dites modernes nous écrasent. Ces mêmes organisations nous font courber l'échine et en usant des craintes qu'elles nous insufflent pour avoir su nous fragiliser, certains d'entre nous, parmi les plus paniqués intrinsèquement, répandent à tout va la peur qui les occupe, peu contagieuse, peu prompte par le biais de ces quelques-uns-là à faire notre échine alors courbée à ce que nos yeux se baissent à la fois.
cette dichotomie fondamentale et nous concernant cette base qui nous incarne. Elle est un cadeau, si on la conçoit. Celle-ci d'ailleurs, c'est se rappeler à nous, lorsque la nuit, notre regard, ce même regard qui est de nous ce poste avancé, observe l'univers. D'abord représenté par notre galaxie, en nous alors quelque chose s'enclenche, paraissant nous dire et nous prévenir à la fois « Tu es d'ici pour regarder ailleurs », nous affirme cette même chose. Cette planète est par rapport à ton entendement une espèce de strapontin. À ce propos, au sujet de ce strapontin-là, ne te soucie guère de ses affaires courantes. En toi se distingue une particularité qui ne sera jamais synonyme d'équilibre. Tu es fait pour constater, pour observer. Ta récompense sera de pouvoir en proportion admirer à la fois. Tu sauras voir ce qui ne suscite aux yeux de tous les autres qu'indifférence. Ces autres yeux qui pour toi t'offrent de voir autrement se logent tout en toi. Ceux cachés derrière tes paupières lorsque le sommeil te prend ne sont que deux mécaniques. Ainsi, concernant pour toi les lieux occupés, comme ces temps rattachés à ces lieux-là, ces temps et ces lieux doivent t'inspirer de regarder au-delà d'eux-mêmes. Si jamais il te prenait de regarder en deçà d'eux-mêmes, cet entendement qui est le tien t'écraserait de son poids. Incohérent, chapitre 4. Les 5 jeunes hommes restèrent de longues minutes immobiles. Ce temps-là était particulièrement dangereux. Rien ne leur garantissait vraiment que ces quelques-uns visés étaient mis hors de combat. Certains d'entre eux pouvaient tout aussi bien faire le mort, en fouillant à leur tour leur position pour les localiser, afin de leur rendre l'appareil. Rampant en marche arrière, ils réussirent à descendre en bas de ce talis où Alice et Élise n'auraient jamais dû bouger. Puis ce niveau atteint, ils entamèrent aussitôt la récupération de leur sac, désireux de quitter le secteur au plus vite. Alice et Élise, sans dire le moindre mot, vinrent les rejoindre. Leurs regards s'exprimèrent à leur place. À nouveau, elles réclamaient un itinéraire, une voie de sortie susceptible de les extirper d'un chaos, s'entendant entre autres par ces cris de désespoir qui s'échappaient de lui à chaque instant et consommaient comme un enfer. « Salem, renseigne-toi », commanda Olivier Garnier. L'intervention de l'hélicoptère de combat changeait la donne et il se refusait à toute initiative sans savoir, avant toute réaction, à quelle situation nouvelle il devait s'attendre. Pendant ce temps, ils s'essuyèrent le visage, tendirent aux filles de lingettes pour qu'elles procédèrent d'eux-mêmes. L'objectif, vu les circonstances, était simple, ne surtout pas se faire plus inquiétant que nécessaire. L'heure, plus que jamais, était à la discrétion. Putain, le bordel! Laissa échapper Salem Ali, surprenant ses camarades pour ne pas être un habitué de ce genre de langage. « Regardez !» proposa-t-il au reste du groupe en employant pour ce faire un écran légèrement plus conséquent que ceux proposés par les iPhones lambda et attaché à des connexions moins traditionnelles. L'Apache attaquait Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et le sommet de la Rune pour terminer, commenta Salem Ali, récupérant les renseignements sur la chaîne Info LCI ayant décidé d'un flash spécial pour se faire à la hauteur de l'événement. « J'arrive pas à me connecter, avertit Alice, insistant en pure perte pour bénéficier de l'aide de son portable des informations saisies par Salem Ali. « Moi non plus, précisa Élise, rencontrant pour une même manœuvre une absence de succès équivalente à celle de son ami. Mais ils ont bousillé les relais de communication. À son regard, il était simple de deviner que Tristan Battant était à ce point dans sa réflexion qu'il ne s'entendait même pas la commenter à haute voix. Voilà, il parle de centaines de morts, de blessés partout, poursuivit Salem Ali. J'imagine même pas le merdier. On bouge, ordonna Olivier Garnier. On garde nos fusils prêts à l'emploi, munitions engagées. À cette prérogative s'entendit un bien chef, en l'occurrence collectif, pour être multiplié par 4.
Et nous, voulait savoir Alice. Les 5 jeunes hommes se regardèrent, ce qu'expliquait Elsie désignait surtout des circonstances exceptionnelles. Les journalistes ne parlaient même plus d'hôpitaux débordés. La désorganisation générée par l'hélicoptère n'était même pas pour l'heure admise. Il était même à prévoir que son ampleur apocalyptique continuerait de se répandre selon un processus exponentiel, lui offrant de tirer de son état présent les éléments voulus pour gagner en croissance. L'Apache attaquait Bayonne à 10h21, selon certains témoins. Salam Ali reprenait à voix haute les détails communiqués par la chaîne Info, puis il continua. Avant de prendre en enfilade la plage de Biarritz à 10h24, celle de Saint-Jean-de-Luz à 27. À ma montre, lorsqu'il a ouvert le feu sur le sommet de la Rune, il était 10h32. Là, il marqua un léger temps de pause. Putain, presque des centaines de victimes, morts, blessés légers et graves, en moins d'un quart d'heure. Depuis le temps qu'on se sert de ces engins pour les foutre sur la gueule des autres, ne se retint pas d'en conclure Vali Betovic. Lui, le Serbe, avait gamin vécu la guerre civile en ex-Yougoslavie. Il avait assisté à plusieurs reprises à l'utilisation de certains moyens. Les troupes dites de la paix ne contrôlaient pas toujours leurs mouvements d'humeur. Parfois, quelques mirages de mille avaient consenti des représailles expéditives, ou bien sûr, officiellement, des documents écrits à disposition confirmaient certaines certitudes. Les appareils concernés n'avaient jamais quitté leur base, et pourtant, du côté de ceux qui avaient pâti de ces mesures, on choisissait même de façon contrariée de fermer sa gueule, par crainte de devoir subir un second service. Lorsqu'ils atteignirent le parking de la gare, les premiers blessés, ceux seulement qui pouvaient se déplacer d'eux-mêmes, arrivaient. Au-delà de ces quelques touchés dans leur chair, se distinguaient surtout ceux touchés dans leur tête. Il était presque 11h et aucun secours n'était encore parvenu à cet endroit. Tristan Bâton se contenta de prétendre qu'ici tout cela, sur cette liste macabre, occupait la dernière position. « On fait quoi ?» voulait savoir Élise. « Rien », répondit Olivier Garnier. « On ne dispose pas du matériel voulu. Si l'on intervient en 2 temps, 3 mouvements, l'on va devoir gendarmer, voire faire usage de nos armes. » Là, elle s'interrompit et fixa Élise. « On ne dispose ni de la légitimité, ni des moyens correspondants. » Élise resta silencieuse. À moins de 50 mètres d'elle, une mère appelait au secours, tenant dans ses bras un enfant soit inanimé, soit sans vie, suppliant d'être aidé, auprès d'hommes et de femmes, priant comme elle qu'on leur prête au plus vite main forte. « Mais on fait médecine, » précisa Alice, comptant sur cette information pour influencer en sens inverse Olivier Garnier, qui stoppa leur progression en se copant face à elle, immobile. Tout ce que vous parviendrez à faire, c'est générer de la frustration. Mais, commença-t-elle par répondre, avant qu'Igor Sebreuil ne l'interrompit. En éliminant cette dizaine de gars, on a fait tout ce qu'on devait faire. Tout ce qu'on pouvait faire, chonna Tristan Bâton, avant de continuer sa réflexion. Cela se trouvait sans doute sur place pour prendre à partie les secours. Alice se détourna, cherchant d'autres regards que ceux de ses interlocuteurs, en captant celui d'Élise, sans qu'elle eût à se faire plus explicite. Elle admit qu'elle devait s'aligner à son impuissance, en allant au-devant de ceux criant leur peine ultime. Elle ne saurait mettre en avant que son incapacité notoire à leur être utile, même un minimum. En passant à proximité de l'auto d'Alice, garée aux abords d'un sentier, moins de 2 heures plus tôt, elle interrogea Olivier Garnier. Quand pourrait-elle la récupérer ? Celui-ci, d'un geste bref, non accompagné du moindre mot, lui signifia que l'heure était prioritairement au sauvetage de la conductrice, avant de réfléchir pour de bon à la mise en sécurité de son véhicule. Ils descendirent sans rencontrer personne une pente goudronnée. Leur intention parvenue à ce point fut de bifurquer sur la gauche, longer un cours d'eau quasi asséché afin de rejoindre Asquin. « Vous avez un point de chute sérieux au Pays Basque ?» voulait savoir Olivier Garnier. Alice comme Élise n'eurent pas les secondes voulues pour répondre qu'un groupe se présenta face à eux. À leur cadence de marche, il paraissait évident qu'ils étaient en fuite. Il s'agissait de plusieurs familles. Les locations d'ici s'avéraient très onéreuses. Les regroupements, afin de partager le montant comme la maison envisagée à chaque saison, représentait une stratégie toujours plus à la mode. En apercevant les armes, les adultes, hommes et femmes, levèrent les mains. « Vous ne risquez rien », les prévint Tristan Bâton. « On ne sait pas où aller », précisa l'un des hommes. « Vous venez d'où »
voulez savoir Olivier Garnier, plus intéressé par les renseignements pouvant lui dépeindre une situation générale, qu'en capacité de lui décrire des aléas trop individuels à son goût. De Saint-Jean-de-Luz, on a réussi à faire demi-tour avant Rodazuri. Il s'agissait d'un quartier en périphérie de Saint-Jean-de-Luz, reconnu pour ses immeubles de taille moyenne, ou à l'intérieur d'appartements standards des retraités provenant de la France entière, terminaient leur jour. Au centre de cet assortiment d'habitations quasi clonées se trouvait une grande surface, un prestada, quelques bars et une pharmacie. Ouais, la pharmacie était en flammes et visiblement la grande surface était pillée. On a rebroussé chemin, choisi en attendant de se cacher dans la montagne. Bonne stratégie, lui prétendit Olivier Garnier, puis plus pour les réconforter quant à l'option épousée que pour être convaincu par elle. Il ne pleuvra pas cette nuit. Isolez-vous. Demain, si vous récupérez des infos via vos iPhones, cela signifiera que la situation s'améliore. Olivier Garnier coupa court à toute conversation de plus en reprenant leur marche, incitant le reste du groupe ainsi à se remettre en route comme lui. À distance respective, Élise s'autorisa une question. Elle est si bonne que cela, leur stratégie ? Avec un peu de chance, peut-être, répondit avant les 4 autres Salem Ali. S'ils parviennent à passer outre, à travers les gouttes, ils pourront s'en tirer. Dans le cas contraire, ils seront autant de proies faciles. Merci pour votre attention. Le temps nous a imposé sa loi en nous entraînant dans nos vies respectives 1 heure plus loin. J'ignore où vous vous trouverez la semaine prochaine, mais si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous pour renouveler l'expérience en vous souhaitant d'ici là plein de hasards heureux. Bien à vous.